Plus de 50 000 foyers seront alimentés par le nouveau poste source d'EDF Archipel Guadeloupe. Celui-ci a été inauguré ce matin, le premier du genre qui pourrait moderniser le réseau électronique du Sud Basse-Terre. Les éléments dans cette édition. Le service civique se déploie sur l'ensemble de l'archipel. Toutes les communes seront désormais épaulées par la région et l'État pour accueillir les jeunes volontaires. Une mesure qui permettra de mieux les insérer. Reportage dans cette édition. Le projet d'un musée pour commémorer l'esclavage à Paris a été amorcé. Le rapport pour son élaboration a été transmis au Premier ministre ce matin par l'économiste Lionel Zinsou. Une promesse que François Hollande pourrait tenir avant la fin de son quinquennat. Et enfin, rencontre avec cette jeune femme, Priscilla Zénon, qui depuis peu a rejoint les rangs de la gendarmerie nationale à 26 ans. Un secteur qui la séduit et qui attire de plus en plus les femmes guadeloupéennes. ATV Guadeloupe a dressé pour vous son portrait. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. On ouvre cette édition avec ce procès. La cour d'assises de Bobigny a reconnu le Guadeloupéen Olivier Ferdinand coupable du meurtre de sa compagne Audrey Berdol. Il a été condamné hier à 20 ans de réclusion criminelle. Retour sur son procès dans ce reportage d'Éric Dupuis. Une ambiance pesante règne dans la cour d'assises de Melun depuis 4 jours. La famille d'Audrey Berdol n'arrive pas à faire le deuil 7 ans après son meurtre, retrouvé enfoui sous la terre dans une forêt en Seine-et-Marne. Ils ont déjà vécu ce calvaire devant la cour d'assises de Bobigny en 2015. C'était extrêmement dur pour la maman, surtout que dans ce procès, il y a quand même des photos qui sont dramatiques, puisque sa fille, on l'a retrouvée dans un état de décomposition avancé. Et ce que la famille attend, ce qu'elle espère encore, mais bon, vu le profil de l'accusé, elle ne l'aura certainement pas, elle aurait souhaité qu'ils disent la vérité, enfin, qu'ils disent comment sa fille a vécu les derniers instants de sa vie. Derrière l'épaisse vitre du box de l'accusé, Olivier Ferdinand, un Guadeloupéen de 32 ans condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle. Aucune preuve matérielle ne l'accable, mais toutes les pistes semblent pourtant converger dans sa direction. Lui reste constant et formel, il n'a pas tué Audrey. Aujourd'hui encore en appel, il attend son acquittement. Depuis son placement en garde à vue de façon effective en 2011, il est constant, il raconte toujours la même histoire, il explique pourquoi il n'a pas dit la vérité au départ. Il a fait beaucoup de délits, il dit qu'il a commis beaucoup d'infractions dans sa vie, de façon générale, mais qu'en tout cas il n'a pas tué Audrey Berdol. Pourtant, l'accusé s'est une fois de plus emmêlé les pinceaux lors de son audition devant la cour en essayant de clarifier ses déclarations contradictoires à la police entre 2009 et 2015. Les réquisitions de la partie civile et de la défense sont attendues ce vendredi matin. Pour enlèvement, séquestration et meurtre, Olivier Ferdinand encourt jusqu'à la perpétuité. Et c'était un reportage de Solène Boissaille. Je vous le disais en titre, le projet d'un musée pour commémorer l'esclavage à Paris a été amorcé hier à Massignon. Le rapport pour son élaboration a été transmis au Premier ministre ce matin par l'économiste Lionel Zinsou. Une promesse que François Hollande pourrait tenir avant la fin de son quinquennat. Les explications d'Éric Dupuis d'ATV Paris. Ça y est, le sujet est enfin sur la table. La création d'une fondation et d'un musée dédié à la mémoire de l'esclavage, c'est le dossier du jour entre le Premier ministre et le rapporteur Lionel Zinsou, en compagnie d'Erika Barej, la ministre des Outre-mer. Pendant 1 heure, ils se sont entretenus sur les constats de l'ex-Premier ministre du Bénin, récoltés sur le terrain auprès des acteurs locaux. Un rapport qui fait état de recommandations qui reste à concrétiser. Le plus symbolique, c'est qu'il y ait un lieu national, parisien, qui dise fortement la reconnaissance de l'importance de la cause de l'esclavage et de son abolition. Et ce lieu, le président de la République et le Premier ministre arbitreront par rapport à nos recommandations. Nous recommandons que ce soit à l'hôtel de la Marine, l'ancien hôtel de la Marine et des colonies, place de la Concorde. Un projet qui fait suite à la déclaration du président de la République lors de la journée nationale des commémorations de l'esclavage il y a 10 mois. Aujourd'hui, le dossier n'en est qu'à ses prémices et il ne reste que 2 mois avant le changement de gouvernement. Notre objectif, c'est de sécuriser pour que les choses soient figées et que ça puisse se développer après. Voilà. Donc il y a des actes juridiques à prendre, il y a des sécurisations de lieux et c'est le travail que nous avons déjà commencé à faire et que nous allons continuer à sécuriser dans les semaines à venir. Un calendrier très serré pour créer une fondation et un musée pour lesquels 1,5 million d'euros minimum seront nécessaires.
Chez nous, EDF Archipel Guadeloupe étoffe sa distribution d'énergie sur l'île. Désormais, plus de 50 000 foyers seront alimentés par le nouveau poste source inauguré ce matin. Celui-ci devrait moderniser le réseau électrique du Sud Basse-Terre par sa meilleure qualité. Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinan. Le dernier né d'EDF Guadeloupe, un poste de transformation électrique. L'une de ses missions est de convertir 63 000 en 20 000 volts avant d'être renvoyé sur le réseau. Il vient en relais à deux anciennes installations, celle de Capesterre-Bello et celle de Gourbert. Elle devrait permettre une meilleure gestion en cas de panne sur tout le Sud Basse-Terre. Elle a pour but de sécuriser l'alimentation de la clientèle dans cette zone de Basse-Terre. Parce qu'en fait, en cas de panne sur le réseau électrique, grâce à ce poste, on pourra déjà secourir rapidement les clients de la zone. Et ce poste également permet de sécuriser l'alimentation électrique de toute la zone Sud Basse-Terre. Un outil moderne, entièrement autonome, géré à distance depuis la centrale de Bergevin. Il est muni d'une téléconduite qui va informer minute par minute l'activité sur le réseau. C'est une installation assez performante et donc il n'y a pas besoin de personne dans le poste. C'est un poste qui est totalement autonome. Et toutes les informations, toutes les alarmes, tout ce qui se passe dans le poste peut être connu de notre centrale qui est à Bergevin. Plus de 80 000 personnes sont concernées par cette nouvelle installation électrique, un outil indispensable pour pallier les coupures. Tout autre chose maintenant, le service civique se déploie sur l'ensemble de l'archipel. À Basse-Terre, une matinée d'information a réuni les élus locaux soucieux de l'avenir des jeunes sans qualification. Désormais, toutes les communes seront accompagnées par la région et l'État pour accueillir des jeunes volontaires. Reportage de Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinan. Cette réunion d'information destinée aux communes fait suite à la signature de conventions entre l'État et la région. Car la collectivité régionale prend en compte une partie du salaire à hauteur de 107,58 € pendant 8 mois pour 300 jeunes. Le reste de l'indemnité étant versé directement par l'État. Puisque nous avons un peu analysé la situation et nous constatons que souvent, notamment au niveau des collectivités territoriales que sont les communes, la difficulté n'est pas la volonté d'accueillir le jeune, mais c'est surtout le frein qui est fait de lui verser une indemnité. Et souvent, les communes qui sont confrontées à des difficultés avec l'augmentation des charges et la baisse des dotations publiques se trouvent un peu contraints de ne pas pouvoir mener à bien ce type d'accueil. Un accompagnement qui permet aux petites communes d'engager des jeunes volontaires et ainsi leur permettre d'acquérir des compétences professionnelles. Effectivement, jusqu'à maintenant, on n'a embauché personne, mais la volonté y est parce qu'on est dans un public très demandeur entre les 18 et 25 ans. Et puis, sur le territoire, bien, il n'y a pas beaucoup d'entreprises pouvant nous accompagner, donc d'où l'importance de ma collectivité de s'engager vers les emplois civiques et aussi accompagner les jeunes demandeurs d'emploi. À ce jour, c'est près de 3 470 jeunes qui ont effectué un service civique. Il est le directeur de la mission locale de Guadeloupe, ce réseau du service public dédié à l'insertion professionnelle. En ce moment se tient la 2e édition de la Semaine nationale des missions locales, pendant laquelle de nombreux jeunes seront accompagnés pour accéder à l'emploi. Max Laurent nous a rejoints sur ce plateau. Max Laurent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je viens de le dire, cette semaine se tient la 2e édition de la Semaine nationale de la mission locale, mais c'est la première fois que la mission locale de Guadeloupe y participe. Alors, quels seront les grands axes? Orientation, recherche en emploi, quoi exactement? C'est la 2e édition de la Semaine des missions locales réalisée par l'Union nationale des missions locales, il faut le préciser. Et donc, on cherche à mettre en surbrillance, si vous voulez, les missions locales, qu'on ne connaît pas suffisamment les missions locales dans leur mission première, qui est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc, c'est un coup de projecteur qui sera donné à des actions spécifiques. Pour la deuxième édition, la mission locale aura une dizaine d'actions
sur le territoire qui seront mises en œuvre, notamment le contrat de professionnalisation fait en partenariat avec la mission d'insertion pour la formation, l'ADOM, etc., on va travailler donc sur la mise en place de ce chantier-là. Et puis, les jeunes viendront faire des actions ponctuelles aussi, parce que, par exemple, manger, bouger à Sainte-Anne, apprendre à se nourrir, des informations sur l'accompagnement. Qu'est-ce que l'accompagnement? Des informations aussi sur le parrainage, parce que nous avons un partenariat aussi avec les agences d'intérim. Justement, je rebondis là-dessus. Vous menez de nombreuses actions et justement en ce moment se tient le parrainage des jeunes en garantie jeune. Oui. Alors, quelle est l'idée de ce dispositif? Ben, ce parrainage existe depuis plusieurs années au sein de la mission locale. Mais nous avons environ 100 jeunes qui sont dans le dispositif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des partenaires qui sont les agences d'intérim qui vont mettre les jeunes dans des actions de formation. Les jeunes ont des parrains. On des parrains sur le territoire, qui sont des bénévoles, et une douzaine de jeunes vont être formés donc, à se présenter. Donc on les a filmés, on a fait une vidéo, et demain ou après-demain, on les fera, rencontrer les agences d'intérim. Donc voilà, c'est extrêmement important. L'objectif, c'est l'insertion professionnelle. Alors l'année dernière, il y a plus de 10 000 jeunes qui ont été justement accompagnés, que vous avez pu accompagner à la mission locale, mais sont-ils réellement réinsérés, enfin insérés professionnellement? Qu'est-ce que vous appelez insertion? C'est-à-dire qu'on a tendance à comprendre en fait que ce sont, enfin, on a l'impression que ce sont des petits systèmes qui se créent pour des petits systèmes éphémères, précaires qui se créent. On va insérer un jeune pendant 6 mois, mais 6 mois après, ça se trouve, il sera au chômage. Enfin, sont-ils réellement insérés? C'est ça ma question. Le chômage des jeunes diminue régulièrement. Il diminue, mais ça varie, les chiffres varient. Bien évidemment. C'est la seule tranche d'âge qui a régulièrement une diminution au niveau du chômage. Au niveau de l'insertion, nous avons 45% des jeunes 45% des jeunes qui rentrent en emploi-formation chaque année. Mais ma question est de savoir est-ce que ce système d'insertion professionnelle fonctionne réellement? Mais bien sûr qu'il fonctionne. Bien sûr qu'il fonctionne, puisque depuis plusieurs années, nous essayons d'avoir un partenariat avec les entreprises. Il y a de plus en plus de pérennisation de l'emploi. Prenons un exemple, les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, nous avons 40% des jeunes qui ont vu leur emploi pérennisé au bout de 3 ans. Donc ça veut dire que ça fonctionne à partir du moment qu'il y a un partenariat fort semé sur le terrain. Oui, ça fonctionne. Et je crois que vous restez toujours optimiste plutôt, parce que je vois du pessimisme chez vous. Toujours oui, optimiste puisque quand même, il y a quand même quelques mois, vous étiez encore venu sur ce plateau pour dénoncer un peu ce pessimisme et le fait aussi que ces systèmes, en tout cas d'insertion, ne soient pas forcément mieux pris en compte par les institutions. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu des retours 6 mois après? Tout à fait. Mais vous savez, nous sommes fiers d'être par rapport aux résultats de l'an dernier. Tout a augmenté à notre niveau. Au niveau de l'emploi, de la formation, au niveau de l'accompagnement social, nous avons plus de 17 000 jeunes dans notre portefeuille et nous avons 45% du taux d'emploi. Ça veut dire que ça fonctionne. Deuxièmement, notre travail consiste à mobiliser davantage les institutions. Vous avez raison, ces institutions ne sont pas suffisamment engagées dans ce processus-là, même si un effort est fait avec le partenariat conseil départemental, partenariat régional, partenariat avec l'État, etc. Mais cela veut dire que nous avons besoin de plus en plus de ces institutions pour nous donner les moyens nécessaires pour aller plus loin. Les actions de la mission locale vont poursuivre. Tout à fait. Rien n'est impossible. Rien n'était possible. Et nous poursuivons notre chemin comme nous l'avons commencé, mais nous espérons simplement qu'il y aura beaucoup plus de partenaires autour de nous pour travailler sereinement et pour l'efficacité de l'insertion. Merci Max Laurent d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau. On poursuit cette édition, vous restez avec nous sur le plateau, avec cette journée mondiale du rein qui se tient demain. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui souffrent d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant un traitement de suppléance. Seriez-vous prêt à donner un organe pour sauver une vie? C'est la question que vous a posée Moïse Dexter. On regarde son reportage.
Alors en tant qu'étudiant en médecine, en deuxième année, alors oui, je serais prêt à donner mon rang pour sauver des vies, bien évidemment. Et c'est une cause qui me tient à cœur en ce moment, donc voilà. Il faut avoir sa carte de donneur. Et puis si on part, on laisse ce qui reste, ce qui est toujours bon. Il faut donner ce qui est bon pour sauver les autres vies. J'ai eu un cancer, donc je peux pas. Voilà, je peux même plus donner mon sang, ce que je faisais avant, et maintenant, je peux plus rien faire. Vous savez, hein, oui et non, ça dépend. Un de mes proches a la rigueur. Mais vous savez, à mon âge, c'est pas évident. Grande question. J'en sais rien, j'ai jamais réfléchi à la question, mais oui, ça demande réflexion, effectivement. Si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas. Oui. Si je pouvais, oui, je le ferais volontiers. Bien sûr. Une vie, c'est quand même assez important. Donc, si de notre côté, on peut vivre normalement avec un seul, pourquoi pas sauver une vie en donnant un? Ça me semble logique. Donc, je serais tout à fait capable de donner, surtout que j'ai des enfants, donc j'espère que si un jour je suis dans le besoin, que je trouverai quelqu'un qui donnerait un rein à mes enfants. J'ai quelqu'un de ma famille qui a eu un problème au rein et du coup, je serais très content de lui donner mon rein, par exemple. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, surtout lorsqu'on doit mourir, on part, quoi. Donc si on peut laisser une partie de son corps, de son organe, son sang, quoi que ce soit, pour sauver notre vie humaine, oui, puisque c'est aller nous aller. Parlons maintenant du deuxième cancer le plus meurtrier en France, le cancer colorectal, une pathologie qui a frappé 220 Martiniquais l'année dernière, essentiellement âgés d'une cinquantaine d'années. La maladie détectée à un stade précoce se guérit dans 9 cas sur 10. L'AMREC a mis en place une campagne de dépistage, de sensibilisation au dépistage. Voyez ce reportage d'Alvin Courcy d'ATV Martinique. Madame, donc je vous explique pour faire le test pour le dépistage du cancer colorectal. Oui, absolument. Pour savoir si l'on est susceptible d'avoir un cancer colorectal, rien de plus simple. Il suffit d'aller chez son médecin généraliste ou de renvoyer le test que l'on reçoit par la poste. Il suffit de faire un petit prélèvement de sel, c'est très rapide, un petit prélèvement de sel avec une petite tige qui est fournie dans le kit, qu'ensuite on poste et on reçoit le résultat sous un mois à peu près. Donc le patient reçoit le résultat et le médecin aussi. Donc si le test est négatif, on refait dans 2 ans, jusqu'à l'âge de 74 ans révolu. Si le test est positif, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer, ça veut dire qu'il y a un petit peu de sang et qu'à ce moment-là, il faudra faire des examens complémentaires comme une coloscopie pour voir d'où ça vient. Une simplicité qui rassure les patients. J'avais fait l'ancien et celui-là, je reconnais qu'il est beaucoup plus facile. Il est très facile à faire. Pourquoi? Parce que c'est qu'un prélèvement et puis tout est tellement bien expliqué, je crois qu'il n'y a pas de souci. C'est pas tabou, c'est pas gênant. À partir du moment où la santé étant, on est concerné par ce problème de santé, on fait quand même attention, on est intéressé par ça, quoi. L'année dernière en Martinique, l'AMREC a envoyé 60 000 tests par la poste. Seulement 38% des personnes concernées y ont répondu. Un chiffre encore trop faible, surtout quand l'on sait que si des malformations appelées polypes sont dépistées dans le tube digestif, ils peuvent être soignés très rapidement. On peut déjà guérir le cancer avant même qu'il ne se déclare quand on enlève le polype lors d'une coloscopie. On peut également considérer que la coloscopie va pouvoir guérir le cancer au stade où seul le polype serait envahi, avec une base qui resterait saine. Donc on enlève le polype, on est guéri de son cancer. Et autrement, on va enlever le morceau du tube digestif qui est touché. C'est un cancer pour lequel actuellement on guérit de mieux en mieux. Chaque année, 180 personnes sont atteintes du cancer colorectal en Martinique et il représente le deuxième cancer le plus mortel chez l'homme après celui du poumon. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, on parlera des nouvelles techniques de pêche amérindienne qui seront restituées en Guyane. Et puis rencontre avec Priscilla Zénon, cette jeune femme de 26 ans, gendarme, qui a rejoint les rangs de la gendarmerie nationale. Mais avant, parlons de cette étude menée sur la parité en Guadeloupe. Les filles réussissent mieux leur scolarité que les garçons. C'est ce qui ressort d'un document publié par l'INSEE à l'occasion de la journée de la femme hier. Rien de nouveau en soi, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire dans d'autres domaines. Le point avec Linda Kayarsi.
En matière d'éducation, les inégalités de réussite entre les sexes se sont réduites au cours des dernières décennies. Jusqu'au secondaire, les Guadeloupéennes poursuivent leurs études plus longtemps que les Guadeloupéens et réussissent mieux leur scolarité. Elles sont également plus nombreuses à avoir le baccalauréat. Les garçons, quant à eux, sont plus nombreux à étudier en classe préparatoire aux grandes écoles. En 2013, la part d'étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est en effet plus forte en Guadeloupe que la part d'étudiantes, comme dans toutes les régions françaises. Concernant l'insertion professionnelle des jeunes femmes, elle est plus difficile que celle des jeunes hommes. En 2013, 43,4% des jeunes Guadeloupéennes sont dans cette situation, 5 points de plus que les jeunes hommes, un écart plus prononcé qu'en France hexagonale, où seuls 18,2% des jeunes femmes sont au chômage, soit 1,5 point de plus que les hommes. Face à l'emploi, les femmes sont défavorisées. En Guadeloupe comme ailleurs en France, les femmes actives âgées de 30 et 65 ans sont plus défavorisées que les hommes face à l'emploi. 74% sont en emploi, soit 4,8 points de moins que les hommes. Quant aux salaires, ils sont inférieurs à ceux de leur homologue masculin, même si l'écart des revenus entre les deux sexes est inférieur à celui de l'Hexagone. La plus faible rémunération des femmes est liée à leurs conditions d'emploi et au fait notamment qu'elles travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes. En Guyane, le parc amazonien tenait ce matin son conseil d'administration à Remire-Montjoly, l'occasion de revenir sur la restitution d'une étude portant sur les techniques de pêche amérindienne utilisées par les populations autochtones du Haut-Maroni. La direction du PAG, de la DEAL, de l'ONF, de l'ARS, la collectivité territoriale de Guyane et la gendarmerie étaient présents. Reportage de nos confrères d'ATV Guyane. La pêche reste une pratique patrimoniale essentielle pour les habitants du Haut-Maroni. Pour connaître un peu mieux les pratiques de pêche des Amérindiens et des Aloukou, une enquête a été réalisée entre 2013 et 2015. 9 villages ont été ciblés. Toutes les pêches ont été passées au crible. Après un an d'analyse, les résultats ont été dévoilés ce matin. Aujourd'hui, c'est principalement le filet qui est utilisé et donc les autres pratiques ont été plus ou moins abandonnées. On ne parle plus d'arc. La canne à pêche existe toujours, mais beaucoup moins. Les gens pêchent très près de chez eux parce que les villages sont sédentarisés et pour des raisons économiques, ils ne peuvent pas aller loin. Voilà, donc ça fait une concentration près des villages. Il y a une différence entre les deux communautés. Les Aloukou, en fait, ont pour beaucoup abandonné la pêche aujourd'hui. Donc il y a une faible part de la population qui pêche régulièrement en tout cas, alors que chez les Amérindiens, tout le monde pêche encore. L'étude ne s'arrête pas là. Les chercheurs vont également étudier la diversité génétique d'une vingtaine d'espèces de poissons, les plus représentatifs, pour connaître leur état de santé. Plus de 4000 échantillons vont être étudiés. On a fait des collectes qui ont été faites par les enquêteurs de là-bas aux abords des villages. Et puis des collectes à des endroits où il y a, alors on ne dit pas d'impact de pêche parce que pour le coup sur le marronnier c'est tributaire, c'est très rare, mais où il y a un très faible impact de la pêche et donc on fera des analyses qui devraient être terminées d'ici le milieu de cette année pour après un an d'analyse et voir si ces populations de poissons sont stressées ou pas, si leur taille diminue et en fonction en fait de ce qu'on connaît sur l'environnement, sur s'il y a des influences de leur paillage, etc. On pourra tirer des conclusions. Au dire des pêcheurs, leur paillage illégal a un impact énorme. La turbidité de l'eau fait fuir la ressource. Et on termine cette édition par cette rencontre avec une jeune femme au parcours exemplaire. À 26 ans, Priscilla Zénon fait partie de celles qui ont rejoint les rangs de la gendarmerie nationale, un secteur qui attire de plus en plus de femmes guadeloupéennes. Et cette dernière ne compte pas s'arrêter là. Vous voyez son portrait signé Linda Kayarsi et Karen Diama. Depuis peu, Priscilla a rejoint la brigade de gendarmerie de Gourbert. Elle est gendarme, adjoint volontaire. La gendarmerie regroupe des qualités pour moi qui sont essentielles dans un travail. Je voulais faire un métier qui me passionne et qui regroupe à peu près les qualités que je recherche dans un métier, c'est-à-dire l'assistance au public, le fait de devoir porter secours à des personnes qui ont besoin, arrêter les auteurs d'infractions pénales, etc. Donc c'est ces choses qui m'ont poussé justement à choisir ce métier. Alors mon travail au quotidien est d'assister les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, dans par exemple tout ce qui a trait à la surveillance générale quand il s'agit de la circulation routière, rechercher et constater les infractions au code de la route par exemple,
ou dans le domaine judiciaire, constater et rechercher les infractions et les auteurs, évidemment, de ces infractions. Âgé de 26 ans, rien ne prédestinait la Port-Louisienne à ce métier. Sa formation initiale est avant tout juridique. C'est vrai qu'avant, je voulais être avocate, mais par la suite, ce qui m'a poussée à choisir ce métier, c'est que je voulais à tout prix être sur le terrain pour pouvoir aider le maximum de victimes, pouvoir secourir, pouvoir aussi arrêter les auteurs d'infractions, ce qu'un avocat ne fait pas forcément. On a été formés pendant 3 mois à la caserne de Petit Pérou, où on a des connaissances professionnelles, des connaissances générales, tout ce qui a trait au droit, connaissances de la gendarmerie et des épreuves professionnelles dans le sens intervention professionnelle, tout ce qui a trait à les maîtrises de l'adversaire avec armes ou sans armes, etc. Et ensuite, on a été détachés dans nos unités respectives, selon le classement et nos vœux d'affectation. Aujourd'hui, Priscilla compte bien évoluer dans sa carrière et obtenir de nouveaux galons. Évidemment, comme tous les gendarmes adjoints volontaires, je pense, qui ont été attirés par cette profession, ce serait de passer le concours de sous-officier justement pour devenir un gendarme de carrière. En attendant, la gendarme adjoint volontaire continuera à exercer son métier avec professionnalisme. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, avant de clore cette tranche d'informations, voilà quelques informations pratiques et utiles à votre quotidien. Cette alerte météo pour la maintenance de la vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Donc attention si vous êtes en mer. Et n'oubliez pas votre rendez-vous avec l'EFS Guadeloupe demain de 8h30 à 13h à l'ISCA Morteverguin Les Abîmes. Et n'oubliez pas, si vous êtes témoin d'un événement, ayez le réflexe de nous appeler à la rédaction ATV Guadeloupe au 0590 60 11 11 ou envoyez-nous un email à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais dans un instant, retrouvez Eddy Planté dans Questions directes. À tout à l'heure.